Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue au CPP, le café presse politique. Nous sommes en direct sur Radio M. Bienvenue à nos invités. Saïd Jafar, bonsoir. Bonsoir. Yahsan Qadi, bonsoir. Bonsoir. Abed Sharif, bonsoir. Bonsoir. Akram Khalif, bonsoir. Bonsoir. Alors, Akram, ça fait longtemps. On est très heureux de vous retrouver. Nous allons parler de politique et d'histoire dans ce CPP. Mais avant cela, toujours la question habituelle. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine, Saïd ? Les corps retrouvés sur une plage à Zouia, en Libye, 85 morts. Des migrants. Je trouve qu'on n'en parle pas assez dans la presse algérienne. C'est quand même horrible. Et on n'en parlera jamais assez. Hassan Khadi, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? L'assassinat du frère du dictateur de la Corée du Nord en Malaisie. Mais c'était une caméra cachée, ça. Non, ça c'est... Ah bon ? Une caméra cachée ? C'est ce que la dame qui l'a tué qui a dit. Elle disait qu'elle pensait participer à une caméra cachée. C'est incroyable. Et ça s'est fait la semaine où est sorti le livre sur l'assassinat de Mohamed Khedr. Il y a 50 ans, à Madrid, le 3 janvier 1967. Comme quoi le monde n'a pas beaucoup changé 50 ans après. Abed Sharif, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Rien. La visite annulée de Merkel, mais c'est le 4e mandat, donc voilà. C'est normal. Il n'y a rien à dire. C'est normal. Akram, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Beaucoup de choses et très peu de choses à la fois. Bachar Abdelghani, en un mot. Et ce sera le thème de ces parties. Moi, ce qui m'a marqué cette semaine, c'est une déclaration, enfin une confidence faite hier par Abed Sharif, je ne savais pas. On parlait des archives nationales, du service des archives nationales qui est très bureaucratisé. Et il m'a parlé d'une anecdote. C'est Abdelhamid Mehri qui est parti aux archives pour voir un document qu'il a lui-même rédigé avant l'indépendance et on l'a pas laissé accéder à ce document. C'était assez drôle et ubuesque à la fois, qu'il repose en paix, Abdelhamid Mehri. Alors, on va commencer la première partie du CPP. Abed Sharif en a parlé lors de son image de la semaine. C'est évidemment la visite officielle de la chancelière allemande qui a été reportée. Bon, ça c'est le terme officiel. Il faut bien parler d'annulation. On a bien annulé, si on comprend bien, la visite de la femme la plus puissante du monde qui devait venir ici pour 2 jours rencontrer le président et les membres du gouvernement. Visite annulée. Avant d'entrer dans les détails de cette annulation et de se poser les questions sur cette annulation, Abed Sharif a dit oui, c'est ça le 4e mandat. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est ça, le 4e mandat, Saïd ? C'est le risque permanent qui est posé à l'État algérien de ne pas être au rendez-vous des choses organisées quand on a un président qui a une santé fragile. Voilà. C'est pas tout à fait la partie du 4e mandat la plus récente. Ces derniers mois, on a plutôt vu Bouteflika se redéployer, ne pas seulement recevoir des personnalités, mais aussi aller à des inaugurations, Mosquée d'Alger, CIC, le train de Sidi Abdallah Alger, c'est-à-dire d'Alger. La magnifique super ville de Sidi Abdallah. Oui. Et donc, il y avait une sorte de normalisation de ce mode de fonctionnement. En fait, l'annulation surprise de la visite de Merkel à Alger est venue nous rappeler la précarité du 4e mandat. Abed Sharif. Hassan fait beaucoup d'efforts pour donner de l'intérêt à la vie politique du pays, mais on est dans une réalité qui est très simple. Depuis 2014, le fil conducteur de la vie politique du pays, c'est l'état de santé du président Bouteflika. Avec Merkel, quand il reçoit des gens, quand il sort pour inaugurer, donc c'est pour dire qu'il est là, qu'il est présent. Quand il s'absente, c'est que on s'inquiète, est-ce qu'il est toujours là, etc. Et donc, ça reste la matrice de la vie politique du pays. Bon, voilà. On peut... Et ça paralyse.
Oui, enfin, c'est la matrice, donc la paralysie, le statu quo, avec toutes les retombées, la non-prise de décision, les décisions absurdes, etc. Mais la matrice, ça reste ça. Akram, une visite préparée depuis des mois, annulée, dit-on 2 heures avant qu'elle ne débute. Annulée, il faut donner aussi la raison, hein. La raison aurait été une bronchite aiguë, officiellement. Donc, encore une fois, on est, comme on a dit ici, on est dirigé par plutôt par des bulletins de santé que par autre chose, hein. Il reste que moi, à mon niveau, j'ai fait mes petites vérifications open source qui sont disponibles pour tout le monde. Il semble que le président n'ait pas été évacué, qu'il n'y ait pas eu de visiteurs spéciaux ou autre chose, donc que ce soit peut-être vrai ou bien qu'il soit réellement méforme. Et même si c'était vrai, et cela nous amène à poser cette question, est-ce que les autorités algériennes étaient obligées d'annuler cette visite préparée depuis des mois? Est-ce que la rencontre avec le président était si nécessaire que ça? Pourquoi annuler une visite? Parce qu'elle ne pouvait pas voir le président de la République. Est-ce que c'est pas un mauvais exemple du fonctionnement des institutions qu'on donne avec cette annulation, Saïd? Là, on enfonce une porte ouverte. Les institutions algériennes ne fonctionnent pas bien. Ça, c'est une évidence. On l'a prouvé encore une fois. Par contre, comme disait Abdel, sur ce 4e mandat, comme tout est structuré autour de la maladie, enfin une sorte de météo de l'état de santé du président, et la venue des visiteurs étrangers était une sorte de pointage, pointage qui est fait par des homologues, qui viennent lui rendre visite, et ça compensait le fait que lui ne se déplace pas. Et à mon avis, c'est ce qui a peut-être expliqué que on n'accueille pas Merkel, même si on aurait pu le faire, parce que c'était l'objectif, c'était l'image que Merkel avec Bouteflika, et ça, cette image, elle pouvait pas être donnée hier, donc elle a été annulée. Donc tout tourne autour du président de la République. Oui, on peut se laisser aller dans une espèce de jeu de devinette. Pourquoi la visite a été annulée? Donc on prend une première hypothèse. Il y avait un sujet de négociation sur lequel seul le président Bouteflika pouvait trancher. On peut prendre cette hypothèse. Et comme elle pouvait pas le rencontrer, donc on a annulé. Deuxième hypothèse, on a pensé que peut-être qu'il était un peu malade, on a pensé qu'il allait se rétablir pour la visite, donc on a gardé le suspense, et puis à la dernière minute, on s'est rendu compte que ça risquait de faire désordre. Donc, soit Madame Merkel arrive à Alger, et ensuite on va lui dire qu'elle peut pas le rencontrer, donc ça va faire une folle rumeur. Donc ils ont choisi le fait qu'elle vienne pas plutôt que de rencontrer celle-là, la Mamra ou de Khalifa, etc. Donc, mais si vous voulez, on peut trouver des choses très intéressantes, mais ça ne rime à quoi? Ça rime à quoi? Le résultat est le même. Elle n'est pas venue. Mais cette visite, la question qui se pose, cette visite aurait dû ou pas être maintenue, Hassan? Moi, on a un Premier ministre aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr, sur le plan du protocole, si c'est pas une visite d'État, je pense qu'elle aurait pu être maintenue parce que Madame Merkel n'est pas chef d'État. Il faut rappeler que c'est Abdelmalek Sellal, donc Premier ministre, qui a visité l'Allemagne il y a une année et demie. Qui est son homologue sur le papier. Et donc, sur le plan protocolaire, ça aurait pu complètement se faire. J'ajouterais que sur le plan de l'intérêt économique et politique, il y a un agenda qui justifiait totalement cette visite, notamment le partenariat économique, mais aussi les questions de l'agenda de Merkel, le mouvement migratoire, la sécurité, la lutte antiterroriste, etc. Les Allemands sont échaudés. En Tunisie, chez Belgica et Tsipsi. Belgica et Tsipsi, on en a parlé. Et donc voilà, donc il y avait matière à maintenir la réunion. Moi, je pense que si ça n'a pas été maintenu, c'est parce qu'on est dans cette période du 4e mandat où Bouteflika a envie de montrer, lui et son entourage, qu'il est de retour, qu'il occupe la scène, et que dans un tel contexte, pour lui, il était extrêmement important de figurer sur la photo, à côté d'une des puissances du monde, de la femme la plus puissante du monde, comme tu le disais. En l'occurrence, ça risquait d'avoir une plus mauvaise photo que la visite de Valls, quoi. Oui, et je pense que si on avait pensé à l'intérêt du pays, au sens où il faut faire avancer les choses, on aurait pu laisser cette visite avoir lieu sans que Bouteflika ne soit en état de recevoir Madame Merkel. Parce que
On peut aller sur notre hypothèse. Oui, laquelle? Madame Merkel avait des sujets importants à discuter. Elle a déjà rencontré Sellel, elle a compris que c'est pas lui qui décide. Oui, donc c'est possible. Voilà Est-ce où on en est. Voilà où on en est. Est-ce que le président, peut-être, selon tout ce que vous dites, n'aurait pas pu accepter une photo de Madame Merkel avec Monsieur Sellel et lui mis de côté? Est-ce que c'est encore une fois le président qui veut que tout tourne autour de lui? Oui, c'est quelqu'un qui m'a dit, il m'a pris une image du football, il m'a dit les matchs, on perd un match par forfait quand on est l'équipe visiteuse. C'est ce qui arrive souvent, le bus tombe en panne ou l'avion ne vient pas et on perd les 3 points et on perd par forfait. Mais là, c'est l'équipe qui reçoit ne perd jamais par forfait, elle est à domicile. Et c'est ça qui est arrivé, donc c'est très embêtant. Et vous l'avez bien dit, Angela Merkel n'a pas eu beaucoup de mal à combler ce vide puisqu'elle a négocié la fusion entre Opel et... On se doutait bien que Madame Merkel allait bien combler ce trou d'agenda algérien, et effectivement parmi les choses qu'elle a eu à faire pendant la journée où elle aurait dû être à Alger, c'est de recevoir ce Oscar Tabarès, président du consortium de PSA, pour discuter de l'acquisition de Opel par PSA. C'est un sujet qui aurait pu être un sujet transversal puisqu'il est question de la venue de PSA en Algérie. Mais est-ce que selon vous, c'est pas une mauvaise opération faite par le gouvernement et les autorités qui voulaient éviter la rumeur, mais qui tombe quand même dans la polémique de l'état de santé du président de la République? Selon vous, est-ce qu'ils auraient dû maintenir cette visite et après dire que voilà, le président est malade, puisque dans tous les cas, dans les deux cas, on annonce la maladie du président de la République. Clairement, parce qu'aujourd'hui, on a la rumeur qui est repartie de plus belle. Hein. À mon avis, ils auraient dû maintenir la visite et trouver une solution médiane qui aurait été de faire la tournée Premier ministre, président du Parlement, etc. Quand tu dis qu'ils auraient dû maintenir la visite, il y a un partenaire allemand qui est en face. Madame Merkel voulait rencontrer des gens. Elle voulait rencontrer qui? Si Gaïd Salah est dans les pays du Golfe, si le président Bouteflika n'est pas là, avec qui elle va discuter? Une rencontre avec Gaïd Salah. C'est peut-être Madame Merkel qui a décidé d'annuler la visite. C'est aussi possible. Hein. Donc, il y a aussi l'hypothèse de l'accrochage protocolaire on en a parlé, un accrochage protocolaire qui aurait eu lieu entre les deux chefs du protocole un peu avant la visite et qui avait trait à des sujets sensibles que voulait évoquer Madame Merkel et dont Alger ne voulait rien entendre. Comme par exemple? Je sais pas. Les droits de l'homme, j'imagine que le seul sujet, c'est les migrants, le renvoi des migrants. C'est ce qui se passe avec la Tunisie. Et d'abord, sinon, entre l'Algérie et l'Allemagne, je vois pas quels sont les gros problèmes. La transition politique en Algérie aussi. Tu penses que Madame Merkel voulait parler de ça? Je suis un peu très sceptique. Il faut simplement beaucoup sceptique sur ça. Il faut simplement préciser que le lendemain. En fait, ce qu'il faut plus relever dans cette histoire, c'est un peu l'agacement des Algériens, c'est-à-dire que les gens du régime ne le ressentent pas, mais s'ils se mettent sur les réseaux sociaux, ils ont pu sentir de manière palpable un extrême agacement, une sorte de honte que les Algériens sont en train de traîner à cause de ces histoires, de ne pas avoir un État qui n'est pas démocratique. Ils arrivent même à s'en faire une raison, mais pas un État qui fonctionne normalement de manière basique. Ça commence à trop agacer les Algériens. C'est vraiment Balarassé le Zouba qui va il faut simplement préciser également qu'au lendemain de l'annulation de cette visite, donc la chancelière a eu une conversation téléphonique avec le Premier ministre Abdel Sellel, une histoire un peu de lever cette polémique. Selon la dépêche officielle de l'APS, Madame Merkel s'est enquis de l'état de santé du président de la République. Est-ce que c'était une manière, selon vous, de rattraper le coup, cette conversation téléphonique à la une de tous les titres de la presse publique? Pour moi, c'est une routine. Il n'y a rien à décrypter sur ça. C'est une routine. C'est un truc protocolaire, mais enfin, moi, ce que je retiens de cette affaire, enfin, je peux dire, c'est 3 choses. La première, c'est l'état de délitement du pays, des institutions qui ne fonctionnent plus. La deuxième chose, c'est cet aspect 4e mandat auquel les gens s'habituent, mais il y a certaines limites. Oui, je vais y venir. Certaines limites morales et psychologiques qui
font que les gens ont honte de parler de ça. Moi, ça me gêne d'en parler au CPP. C'est un sujet. À partir d'aujourd'hui, je crois que je ne vais plus en parler. Il y a plus rien à dire. Il y a un troisième volet qui est politiquement plus important. Alors, il y a une histoire de rencontre des ministres des Affaires étrangères Égypte, Algérie, Tunisie, à Tunis. À Tunis, pardon. Et donc, ça concerne la Libye. Et puis, il y a une rumeur qui a circulé, une info, c'est pas une rumeur, que cette déclaration de Tunis aurait pu être validée par les chefs d'État et par un sommet à Troyes. C'est ce qui a été entendu, absolument. Voilà. Donc, ça a été écrit, etc. Et puis, là, on n'en parle plus. Là, on voit la crise libyenne est discutée par des ministres des Affaires étrangères qui sont en fait, on va dire, des diplomates pour rester dans la correction. Mais c'est pas des gens qui décident. On sait très bien. En Égypte, le dossier est géré par le chef d'état-major de l'armée. C'est lui qui gère réellement le dossier. Donc, le ministre des Affaires étrangères, c'est un fonctionnaire, c'est un paravent qui est là, qui prépare le terrain. Côté algérien, on peut supposer que M. Lamamra a un peu plus de marge de manœuvre, mais c'est pas lui qui décide. C'était M. Msehel qui était à Tunis on peut imaginer que si la situation était sur le point de mûrir pour régler la crise libyenne, et que un sommet régional pouvait lui donner cette dynamique politique nécessaire pour que ça franchisse un pas définitif, eh ben, le président Bouteflika n'y sera pas. Et ça, c'est le dommage politique réel pour le pays. Vous pensez qu'il n'y sera pas à ce sommet? Vous pensez que la partie algérienne, que M. Msehel aurait accepté de signer un document qui prévoit un sommet à Troyes sans savoir si le président était présent? C'est possible. Le sommet à Alger, le président assis avec M. Sissi et M. Sissi. C'est possible. La déclaration, je ne crois pas qu'elle porte formellement sur la tenue d'un sommet. Mais disons qu'elle ouvrait cette hypothèse. On était dans une logique politique. Lui donner une dimension qui plus pouvait forte. aller plus loin. Moi, ce qui me... Alors, sur cette question-là, parce que c'est vrai que c'est un sujet extrêmement gênant, que l'indisponibilité du chef de l'État algérien sur les grands forums internationaux, pour porter l'action de l'Algérie dans le monde, c'est d'autant plus gênant que depuis quelques années, malheureusement, nous sommes en train de revenir à un modèle d'incarnation politique de plus en plus fort. C'est-à-dire que nous sommes, les pays, les opinions publiques, à cause de la crise, c'est une forme de recul démocratique pour moi, mais c'est le cas. Poutine, Erdogan, Trump. Le président chinois qui s'installe, qui est un homme fort, et c'est sur cette identité qu'il a été choisi, Trump. En face, on a quelqu'un comme Hollande qui n'a pas fait le poids, on lui reproche de ne pas avoir bien incarné la République française et la présidentialité. Et donc, on voit le roi du Maroc qui porte la diplomatie marocaine sur le continent africain. Autre parenthèse, le roi du Maroc, il lui arrive aussi d'être malade et d'annuler des visites, mais ça se fait de façon un peu plus institutionnelle et plus policée, ça se fait un peu à l'avance, c'est pas juste sur la passerelle de l'avion. Pas de ça. Et donc, le fait que Bouteflika soit complètement absent de cela, dans un monde où les images des pays et les politiques sont déployées par une incarnation politique très forte, c'est encore plus embêtant. Et en parlant de passerelle, pour clore un peu ce sujet, Angela Merkel se souviendra toujours de ses voyages en Algérie ou de ses presque voyages, puisque la dernière fois, on lui avait cassé la porte de son Airbus. L'échelle de coupé lui a cassé la porte de son Airbus avant de quitter Alger. Elle a dû redescendre et rester 2 heures dans l'aéroport. En rentrant à Berlin, elle avait envoyé une lettre au PDG d'Air Algérie pour qu'il soit clément avec les responsables. Sa demande n'a pas été entendue. Gaïd Salah, vous en avez parlé, Abd Sharaf est aux Émirats Arabes Unis, le vice-ministre de la Défense. Lui au moins voyage. Oui, lui il voyage souvent, il fait des visites d'inspection très 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 régulières dans les 6 régions militaires du pays. Il est dans un salon important. Cela relance aussi le débat sur l'armement de l'Algérie, sur la politique de l'armement, au moment où il y a des articles qui parlent d'une course à l'armement qui s'accélère, puisque le Maroc va augmenter son budget militaire, même s'il reste encore très minime par rapport à celui de l'Algérie. Et Hassan, pourquoi est-ce que l'austérité ne touche pas la défense nationale? Elle devrait. Enfin, il y a une absence de conformité complète entre la politique de non-ingérence de l'Algérie et ses ambitions diplomatiques très confinées et le budget d'armement. On a l'impression que l'Algérie s'arme pour continuer à conduire une guerre civile qui est supposée être terminée. Voilà. Il y a
disproportion totale entre les 10 milliards de dollars en moyenne annuelle que la défense consacre tout ou partie à l'armement, et puis ce que devrait faire l'Algérie avec autant d'argent. Et évidemment, il n'y a pas une Assemblée nationale, il n'y a pas le courage politique, il n'y a pas l'opposition au sein de l'Assemblée nationale, mais même parfois en dehors, pour le dire clairement. Nous n'avons pas besoin de déposer autant d'argent dans l'armement. En tous les cas, pas de cette façon, pas du tout transparente. Saïd Jafar, vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que vous pensez que la course à l'armement, en tous les cas côté algérien, c'est pour lutter contre le terrorisme ou pour être prêt à toute éventualité? La course à l'armement entre l'Algérie et le Maroc n'est pas bonne. Il y a pas de doute, ça se discute pas. Il y a aucun intérêt à ça. Par contre, ça dépend comment. Là aussi, est-ce que c'est nos points de vue ou bien comment le régime algérien fonctionne? Le régime algérien a identifié la menace, c'est les frontières, et il y a un syndrome d'encerclement. Un syndrome d'encerclement. Toutes nos frontières sont actuellement source de menaces, et ça justifie, à leurs yeux, ces dépenses. Voilà, donc, combien les frontières terrestres? 7500 kilomètres. Voilà. Et c'est pas la Suisse. Et avec le Maroc, c'est la plus grande partie, oui. Alors, cette course à l'armement, est-ce qu'il faut de l'austérité ou pourquoi? Ou est-ce qu'il ne faut pas toucher à ce secteur? Parce que dans les pays européens, il faut préciser que maintenant... Je suis pas d'accord avec l'austérité. Quand on dépense 10 milliards de dollars par an, on est loin de l'austérité. Il y a du gaspillage. C'est pas possible. C'est-à-dire, on parle d'austérité quand on a un budget moyen raisonnable et puis après qu'il faut le réduire. Là, on est sur des grandeurs, c'est les grandeurs de grandes puissances mondiales. Le nouveau président américain et le futur président français appellent à augmenter le budget de l'armement. L'Algérie n'est pas concernée? Je crois pas qu'il se soit adressé à l'Algérie. Il parlait à... Non, de leur pays. Il parlait au pays de l'OTAN. Bien sûr. Non, pour ce qui est de l'Algérie, non, en fait, il y a plusieurs choses. Il faut séquencer tout ça. Un projet d'équipement militaire, c'est quelque chose qui se fait sur 10 ans, sur 15 ans. Donc, on peut pas réduire du jour au lendemain. On peut réduire à la marge, mais quand tu achètes 10 avions, ça t'oblige à des dépenses qui vont aller sur 20 ans. Donc, c'est budgétisé, ça offre très peu de marge. Ça, c'est un côté. Le deuxième volet, c'est que l'Algérie s'est donné une ambition de devenir une puissance régionale. On peut contester ça, on peut dire que c'est un mauvais choix ou là, mais le fait est là, c'est que dans 15-20 ans, l'Algérie sera le pays central du Maghreb avec une population de 50 millions d'habitants, avec des probabilités de migration de plus en plus importantes, et l'Algérie va être le premier interlocuteur africain de l'Europe avant l'Égypte. De par la géographie, de par un certain nombre de données. Et donc, il y a des choix qui ont été faits. Ces choix, si on admet cette logique donc de prospective politique et militaire en plus de la situation aux frontières, cette logique se justifie. Maintenant, est-ce qu'il y a du gaspillage? Est-ce qu'il y a de la corruption? Si c'est géré comme les projets d'autoroute, etc., c'est évident. Mais il y a une logique qui est là, qui s'est installée. Enfin, moi, je suis un peu embêté, je préfère que le spécialiste également parle, mais je suis un peu embêté que Abd Shelf ne trouve aucune logique, aucune démarche rationnelle, prospective à long terme au régime algérien, et notamment pendant la période du 4e mandat, mais même un peu avant, et que tout d'un coup, tout devient cohérent quand il s'agit de l'Algérie, qui serait dotée pour ce volet-là d'une ambition de puissance régionale. Il n'y a aucune ambition de puissance régionale en Algérie. L'Algérie n'a pas intervenu aux côtés de la France dans le Nord Mali, elle aurait dû même être à la tête d'une force interafricaine éventuellement pour être la puissance régionale. Au Nord Mali, qui est notre frontière la plus menacée, elle a été absente de la scène libyenne dans le règlement du... Ce n'est que maintenant qu'elle revient, mais pendant la révolution, elle n'y était pas, etc. Je ne parle pas des autres sites. Bon, je ne vois pas, moi, d'ambition de ce type-là. Je n'en vois pas. Par contre, je vois un intérêt évident à acheter du matériel militaire. Ça, oui. Et je me pose des questions sur quelle est la motivation de ces achats-là. Je le dis clairement. Voilà, tout simplement. Il faut le dire aussi aux Marocains qui ajoutent. Donc, nous ne sommes pas en guerre avec le Maroc. Bon. Non, si tu décides qu'il n'y a aucune ambition régionale de l'Algérie, on ne discute plus. Il n'y a pas d'ambition régionale. C'est écrit nulle part. Non, moi, je vois des choses qui se font. Est-ce que ces choix sont les bons? Est-ce qu'il y a eu un débat sur ces choix? J'espère que oui. Est-ce que ces choix sont les bons?
J'espère qu'ils vont être les bons. Je suis pas complètement convaincu. Mais je les admets. Si je les admets, ça donne une logique. Il y a aussi une autre donnée, c'est que il y a des pans, des petites parcelles dans le pays, dans les institutions du pays, où la réflexion continue. Heureusement d'ailleurs, ça a des quelques coins isolés. J'espère que ça fonctionne encore dans cette structure qui a quand même un poids important dans la vie du pays. Akram, est-ce que cette course à l'armement est justifiée aujourd'hui entre l'Algérie et le Maroc? Premièrement, tu me gênes quand tu dis est-ce que cette course aux armements est justifiée? Normal, j'allais répondre à ça justement. En fait, c'est la question qui a été posée en premier lieu par Ihsan. Il n'y a pas de souci. Première chose, pour faire une course, il faut être au moins deux. C'est pas le cas. L'Algérie ne fait pas la course, ne s'arme pas pour contrer le Maroc ou pour faire la guerre au Maroc. Et le Maroc a des moyens très très modestes, très limités et paye le prix fort diplomatiquement pour obtenir ces moyens. Et je ne pense pas qu'il s'arme pour attaquer l'Algérie. Premièrement. Deuxièmement, c'est rassurant ça, de part et d'autre. Non, nos amis marocains sont rassurés, les Algériens aussi. Non, le Maroc n'a aucun intérêt à déclarer la guerre à l'Algérie et vice versa. Et vice versa. Et vice versa. Ouais. Deuxièmement, on va justifier le budget militaire élevé de l'Algérie, qui ne l'était pas il y a quelques années, pour des raisons simples. Premièrement, le budget, l'essentiel du budget militaire va dans la reconstitution des stocks. Il faut pas oublier que entre 1991 et 2000, l'Algérie était sous embargo sur l'armement. La Russie n'existait pas à cette époque-là, n'exportait plus d'armes de manière régulière et de manière organisée vers des pays. D'ailleurs, à cette époque, l'Algérie achetait des équipements de seconde main de Roumanie, de Biélorussie, d'Ukraine. Non. Donc il y a ça. Il fallait reconstituer les stocks. Pour vous donner une indication, aujourd'hui, l'aviation algérienne, en termes de quantité, représente 70% de ce qui était l'aviation algérienne vers 88-89, alors qu'à l'époque, le budget était de 600 millions de dollars. Donc il y a ça. Il y a eu un gap énorme où pendant 10 années... 70% en unité, en nombre d'avions. Oui, bien sûr. Et on peut comprendre qu'un MiG-21 ne coûte pas le prix d'un MiG-29, etc. Deuxièmement, la guerre en Libye, la guerre au Sahel, a fait découvrir à l'armée algérienne la différence entre la carte et le territoire. Depuis 1962 jusqu'à 2010, le Sahara algérien était considéré comme étant un océan pacifique, un océan tranquille, une mer de tranquillité. Il n'y avait rien. Il n'y avait aucun besoin de déployer de chars, d'aviation, d'hélicoptères ou d'hommes. La première aviation de guerre valable qui était face à l'Algérie au sud se trouvait en Angola. Et pour vous dire, aujourd'hui, nous avons des bases aériennes où des chasseurs performants sont stationnés à 200-400 km de l'Algérie. Ça a nécessité un redéploiement. On a aussi une menace une menace terroriste et une menace militaire même, qui s'est étendue tout au long de ces frontières. C'est laquelle la menace militaire ? Je considère que les milices armées en Libye sont une menace militaire. Daesh en Libye pourrait, sous une configuration, représenter une menace militaire. Non, j'ai pas terminé. Il y a eu Tigentouri, il faut toujours le rappeler. J'ai pas terminé. Vas-y. Pas grand-chose. Il faut pas oublier une chose très très importante, c'est que la masse humaine de l'armée n'a pas changé. On est resté dans les mêmes nombres. Il y a le même nombre de soldats. Donc comment couvrir 10, 20 fois plus de territoire avec le même nombre de soldats? Il faut investir dans de la mobilité, il faut investir dans des équipements de surveillance, il faut augmenter le niveau... Les forces navales aussi. Et donc, ça coûte très cher. Très, très, très cher. La rumeur Ceci dit, selon mes estimations,
le budget militaire va diminuer drastiquement à partir de 2020-2021. Et il n'est pas improbable qu'il soit réduit de moitié, voire de plus. Parce que les budgets de réapprovisionnement et de reconstitution de stock n'auront plus lieu d'être consommés. Moi, ce qui me gêne dans ce qui se fait aujourd'hui, c'est que, alors, un petit rappel, la frontière marocaine, la frontière entre l'Algérie et le Maroc est bouclée depuis 1994. Elle est fermée. Nous sommes un pays qui sait fermer les frontières. Et donc, la logique qui est en train de se faire dans le sud, c'est boucler les frontières. Et c'est très efficace. C'est extrêmement efficace. C'est pas complètement imperméable, c'est très efficace. On pourra en parler sur le plan économique, comment se faisaient les trafics et comment ils ne se font plus. Mais cette logique de boucler les frontières n'est pas une logique du XXIe siècle. On est dans un siècle de mouvement, de passage, de migration. Tu l'as bien dit. Le Sahara, c'était une barrière impossible à franchir. Aujourd'hui, c'est devenu une autoroute. Et on utilise une méthode de bouclage des frontières dans un monde de la mondialisation. Il y a un déphasage qui est énorme. Et ce que je redoute, c'est que tous ces dispositifs vont devenir inopérants dans quelques années. On n'a pas beaucoup de temps. Se boucle aussi l'accès à ces pays-là. Oui. C'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui en Afrique, on est moins performant que les Marocains, obéit aussi à ça. Cette vision un peu de blocos. On est dans un blocos fortifié. Voilà. On n'a pas beaucoup de temps. Il nous reste le temps est terminé pour la première partie, mais il faut quand même poser la question sur cette sacro-sainte règle. Vous l'avez évoqué, de non-intervention à l'étranger. On le dit toujours ça. Nous, on sort pas de nos frontières. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est dépassé cette règle d'or de l'armée et de l'Algérie? Moi, personnellement, je pense que c'est une bonne chose. Les Français sont intervenus au Mali. Le Mali n'est pas pacifié pour autant. Tu risques de te retrouver dans des situations ingérables. En Libye, on a beaucoup reproché aux Algériens de ne pas être intervenus. Mais moi, j'imagine mal qu'est-ce qu'on doit faire en Libye. Est-ce que l'armée algérienne va occuper toutes les villes libyennes? Est-ce que c'est positif que l'armée algérienne, l'une des premières d'Afrique, ne fasse jamais partie d'une force de l'ONU, par exemple? Non, effectivement, l'avenir, enfin, moi, je pense que la vision de Saïd fait date. La scène africaine, on passe notre temps à en vouloir aux Occidentaux d'intervenir. Aujourd'hui, on a vu le cas en Gambie. L'avenir on peut intervenir sous l'égide de l'ONU. On intervient sous l'égide de l'ONU, ou on intervient encore mieux sur la scène africaine sous l'égide de l'Union africaine. Et les interventions dans la partie du Sahel, ça nécessite l'Afrique du Sud d'intervenir avec l'OTAN en Libye. Non, mais ça veut dire intervenir. Ça veut dire qu'il faut mobiliser des troupes pour aller à l'étranger, d'avoir des forces, faire des acquisitions pour transporter des troupes, des armes légères, etc. Absolument. Et l'Algérie a tout intérêt à tout ce qu'on a dépensé aujourd'hui à en tirer un bénéfice diplomatique sous l'égide de l'Union africaine. En fait, ce n'est pas binaire. Ça ne peut pas être on participe ou on participe pas. Je sais pas si mon point de vue t'intéresse. Oui, mais Akram n'a pas fini. Oui, Akram, je peux. C'est bon. Bien sûr. Ça peut pas être binaire. Ouais. Ça peut pas être une décision unilatérale d'intervenir ou pas. C'est au cas par cas. On peut on peut avoir demain des menaces molles qu'on pourrait traiter facilement. Et auquel cas, il faudrait le faire. On pourrait demain intervenir pour aider d'autres pays, on pourrait le faire aussi. Donc il n'y a pas de règle. Il ne devrait pas y avoir de règle, d'autant plus que rien dans la Constitution ne l'interdit. C'est une règle qui était valable quand le pays n'avait pas les moyens d'intervenir. En fait, intervenir ou pas, on répond à cette question en répondant à une autre question. Est-ce qu'on a les moyens de le faire ou pas? Sans que ça représente un danger pour le pays sur le moyen terme, sur le long terme. C'est-à-dire, tu peux faire une opération et la réussir aujourd'hui. Si tu es amené à un autre engrenage demain, est-ce que tu pourras le faire? Est-ce que tu ne vas pas en subir les conséquences? Donc, c'est pas un dogme. Ce qui était gênant jusque-là, c'est que c'était un dogme qui paralysait l'action diplomatique.
Maintenant, si tu peux contourner et trouver les biais diplomatiques pour intervenir au Mali sous la couverture de l'ONU, de l'Union africaine, il faut en avoir les moyens. Donc il faut parler question moyens d'abord. Nous sommes en direct sur Radio M, vous écoutez le CPP, on revient dans un petit moment. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bienvenue au CPP, le Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M pour la deuxième partie de notre émission. Alors à chaque semaine, sa polémique. La semaine dernière, c'était les propos d'Emmanuel Macron qui avait qualifié le colonialisme de crime contre l'humanité avant de se rétracter en disant crime contre l'humain. Eh bien, la polémique du jour, elle est historique, toujours, oui, en relation avec l'histoire de l'Algérie particulièrement. Et ce livre qui est sorti de Feriel Furon, où elle parle de son parent, Bachara Bengana. Alors, la polémique, elle se situe où exactement? Pas le fait qu'il y ait un livre ou non. La polémique, c'est que l'écrivaine en question a été invitée sur un plateau de télévision, en l'occurrence Bonjour d'Algérie, la matinale de Canal Algérie, donc la chaîne publique. Et depuis, donc, c'est un déchaînement sur les réseaux sociaux, une indignation de beaucoup de personnes que le service public ait donné la parole à Feriel Furon, car le Bachara Bengana est qualifié. D'ailleurs, c'est le sujet de la deuxième partie, de ne pas être un Algérien nationaliste, qu'il a mené la guerre contre les combattants et que c'était un allié de la France. C'est la polémique du jour. Le premier droit de réponse a été exercé par Atiqa Boutaleb, qui est l'arrière-petite nièce de l'émir Abdelkader. Vous en savez beaucoup plus que nous sur cette affaire, Akram Khalif. Est-ce que vraiment... Il était contemporain des faits. Oui. Il manque une situation des faits. On parle de la période de 1830 à 1870. Absolument. De 1830, c'est pendant la période de la lutte menée par l'émir Abdelkader. Plus tard. Voilà. Alors, est-ce que vraiment, ce qui a choqué le plus les gens, c'est pas le livre, autre chose? Oui, allez-y. Vous voulez déjà... J'aimerais préciser quelque chose par rapport à Madame Atiqa Boutaleb, qui est elle-même petite fille de Bachara. Le Bachara Boutaleb, qui est connu, on va pas jeter l'opprobre sur tous les Bachara, qui était connu, qui a donné un fils pour la révolution, qui a un fils shahid, qui a donné des biens à la révolution, qui a abrité... Mokrani aussi était Bachara. Aussi. Donc, il y a eu pas mal de Bachara qui ont été emprisonnés, qui ont aidé la révolution. Donc c'était la précision que je voulais apporter. Et selon vous, Bachara Bengana Sibouaziz n'en fait pas partie. Il fait pas partie de ces Bachara qui ont aidé le mouvement armé, mais c'était tout le contraire, c'est ça? Bon, il est mort en 45, hein. Ouais. Donc il est mort en 1945. Le Bachara en question, dont l'auteur est en train de parler, est mort en 1945. Si. Justement, elle appelle les gens à ne pas faire la confusion avec l'autre Bachara qui était compagnon d'Ahmed Bey et qui est le grand-oncle de celui-ci, de ce dernier. Mais de toutes les manières, les deux sont des crapules. Je le dis, je suis désolé. Pourquoi? Je l'assume. Pourquoi vous le utilisez ce premier terme? a tué énormément de personnes. Ouais. Le second a escroqué, c'est avéré des centaines d'Algériens. Le colonel Amirouche a tué beaucoup de personnes aussi. Hein. Il faut être précis. Le colonel Amirouche, oui. Donc, il a tué beaucoup de personnes. Oui, ça veut dire que vous voulez tuer... beaucoup de nationalistes, beaucoup de résistants. Non, il a tué des Algériens. Pourquoi devrait-il tuer des nationalistes ou des résistants pour être une crapule? Non, il a tué des paysans algériens. Il a tué des membres d'autres tribus qui n'étaient pas des Bengana. Il a usé du fait que la France que les Ottomans puis la France l'aient installé comme un petit peu régent. Comme Cheikh Larb, qui est la phrase apparemment qui est le titre qui aurait inspiré l'auteur pour le titre du livre, qui est le dernier roi des Ibans, il faut le préciser, titre
équivoque et faux. Le titre est foncièrement révisionniste parce qu'il n'y a jamais eu de royaume au Ziban, donc pas de roi. Encore moins un Cheikh al-Arab. Il faut préciser pour nos amis qui nous écoutent de l'étranger quelle est la région des Zibans. C'est la région de Biskra. D'où est originaire notre ministre de l'information, monsieur Hamid. La communication aussi. D'où sont originaires beaucoup de personnes. Et donc je disais que en fait, tu m'as perturbé. Non, je pense à quelque chose. Désolé. On va le dire hors antenne. En fait, il faut le dire. Qu'une arrière-petite-fille d'une crapule, comme a dit, le défendre et essaie de l'enjoliver, à la limite, ça fait partie de la vie. Le problème, c'est qu'elle est passée sur un canal Algérie. C'est une chaîne publique où le débat normal des Algériens n'existe pas, où encore jusqu'à présent on ne parle pas ni de Abarmda, ni de Karim Belkacem, ni des gens, ni de Msili, ni de rien du tout. Ni de Chabani, ni de rien du tout. Et on arrive, et on saute tout ça, et on a une dame qui arrive sur une chaîne publique interdite, où l'histoire est interdite, et qui vient défendre son père, qui n'est même pas face à un journaliste qui la questionne sur ces questions graves. Non, elle est là pour faire de la promotion. C'est scandaleux. D'un livre révisionniste. Ismaili Abda, je suis désolé. Il y a un second point qui n'a pas été annoncé par Khaled Darani, qui est la mise à disposition par la wilaya de Constantine. Je vais apporter des précisions après. Du palais du Bey, Ahmed, qui a été trahi par son aïeul. Pour cette on parle de l'annulation de cette vente dédicace. Je vais apporter quelques précisions. Donc le palais du Bey, Ahmed, qui a été trahi par cette personne et qui est un bien public, qui est un centre culturel, qui est un musée, devait être mis à sa disposition pour vendre un livre révisionniste. C'est inacceptable. Je vais apporter des précisions. J'ai fait mon enquête. Il semble que la wilaya et la direction de la culture n'étaient pas au courant de la chose, et que le conservateur aussi du musée du palais Ahmed Bey n'avait pas été saisi et donc n'allait pas donner. Donc il n'avait pas accès aux médias pour le dire, mais il n'allait pas le faire, et que c'était des personnes dans l'entourage de l'APC de Constantine qui organisaient les choses. Avant de vous donner la parole, une question pour que nous comprenions, ainsi que les auditeurs. Pourquoi vous parlez de livres révisionnistes? Pourquoi vous dites ça? Les Ibans n'ont jamais été un royaume. Oui, ça c'est le titre. Cette crapule n'a jamais été roi des Ibans, encore moins le dernier des rois des Ibans. Il y a ça. Deuxièmement, on est en train de restaurer son image en disant qu'il a aidé la résistance. Or, c'est avéré que son implication dans la révolte des Atcha, par exemple, a été sanguinaire. Donc, il n'y a rien. Il y a des faits, il y a des documents historiques français et algériens qui prouvent qu'il n'avait aucun... Et notamment cette archive publiée par... Qu'il n'était pas du bon côté. Voilà. Du point de vue des Algériens. Voilà. Je ne sais pas si... il faudrait peut-être répondre à une autre question. Est-ce que cette affaire-là c'est un montage délibéré, donc monté par des gens qui savaient ce qu'ils faisaient, ou là c'est une bêtise de l'ignorance de gens qui ne lisent pas, qui savent pas ce que c'est que l'histoire, qui ignorent, on va dire, l'ABC de l'histoire du pays. C'est ça qui agite les réseaux sociaux. Enfin, d'après ce que j'ai vu, les commentaires, les gens ont tendance à croire que c'est le révisionnisme qui s'installe. Moi, j'en suis pas convaincu. Et sans information, sans rien, je suis enclin à dire que c'est de la bêtise. Et ça montre un mode de gestion et de fonctionnement des institutions publiques.
Ça, Et l'un n'empêche si pas on se l'autre, remet, si on se remet du point de vue depuis 1988, c'est le débat du service public. Qu'est-ce que le service public? Comment s'organise le service public? Nous avons des médias publics qui sont transformés en caisse de résonance de propagande, où les gens qui sont à l'intérieur ne sont pas forcés de faire un effort d'apprendre, de se cultiver, de s'informer, de préparer leur sujet de manière professionnelle. Et du coup, la bêtise peut amener au révisionnisme sans le vouloir. Et là, moi, je suis prêt à te croire que peut-être ces gens-là ne savaient rien du tout de cette histoire, mais on est dans une trame où la manière dont le média public est organisé, dont le service public est n'est pas appliqué, qui crée ces situations qui choquent. Voilà, donc. Il y a deux niveaux d'analyse. Il y a le niveau que traite Saïd et qu'effectivement on peut poser la question de savoir si le service public savait ce qu'il faisait. À mon avis, il va y avoir malheureusement ou des têtes qui vont sauter. Malheureusement, si c'est des journalistes, parce que bon, on ne les aura pas suffisamment formés pour savoir ce qu'ils étaient en train de faire. Toufiq Khladi, directeur général de la télévision, je sais pas si ça va. Il est très très inséré dans le clan Bouteflika, donc ça m'étonnerait qu'il puisse être touché. C'est un premier niveau de débat, mais moi il m'intéresse pas beaucoup ce débat-là. Malheureusement, c'est mon point de vue, parce que ça fait un moment que je n'attends plus rien de ce service public. Le ministre, M. Hamid Green, est en train de faire campagne sur la déontologie. Il essaie de nous enseigner l'éthique dans le journalisme. Dans la semaine où un journal public, le Massa, son directeur, reconnaît publiquement qu'il a demandé de l'argent au RCD pour couvrir, et à tous les autres partis pour couvrir leur campagne législative, en disant on n'a pas assez de moyens, l'État ne nous en donne pas. Il serait fou de demander à Al-Massa de les couvrir. Qu'est-ce que ça peut leur apporter? Voilà, le Massa qui justifie, donc voilà l'éthique dans le camp de la presse publique et du service public. L'autre niveau d'analyse, celui-là, il me parle beaucoup plus. Moi, Friel Furon, j'aimerais bien l'écouter, j'aimerais bien lire son livre. J'aimerais bien lire son livre, je connais l'histoire des Bengana, et je pense que c'est un moment qu'il faut traiter autrement, qu'il faut traiter par la sérénité, ce moment où les Algériens qui ont été habitués à une historiographie univoque, qui, voilà, les Français sont arrivés en Algérie, il y a eu de la résistance. Et on a l'impression que tous les Algériens se sont alignés derrière l'Imen Abdelkader. C'est pas le cas. On comprend, à travers ce type de livre, qu'il y a des familles, des intérêts, de grandes familles, qui ont été de l'autre côté, qui étaient d'abord déjà les relais de l'administration ottomane en Algérie, et qui, pour certaines, ont choisi d'être les relais du nouveau puissant en Algérie. Cet angle-là est intéressant. Que cette dame, El Furon, essaie de réhabiliter sa famille pour dire qu'elle a été du bon côté parce qu'elle était du côté d'Ahmed Bey. C'est son droit, c'est intéressant, ça ouvre un débat. Je crois que ce débat est nécessaire. Chacun, les crimes de Bengana, personne ne pourra les enlever. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est d'avoir ce regard-là, différencier, pour comprendre comment les Algériens ont réagi, comment ils ont pu être faibles et divisés à un moment donné, et que certaines de ces familles-là ont pu choisir le camp qui pensait être le camp qui allait, de toute façon, il a dominé cette Algérie, ce camp. C'était pas un choix si idiot que cela, parce que ça a quand même duré plus d'un siècle. Sous cet angle-là, ça dure pas tout à fait. Non, nous sommes, on n'est plus dans ce cas de figure. Oui, nous sommes plus dans ce cas-là. Voilà. Mais je pense que nous sommes suffisamment matures, nous sommes suffisamment installés dans une situation post-coloniale, souveraine. Moi, je me sens très à l'aise comme Algérien et indépendant. Je ne me sens pas menacé par quiconque de ce point de vue-là. Pour regarder à nouveau cette histoire avec cette différenciation. Ça ne change à rien à l'histoire de nos héros, et la famille Boutaleb et l'Imen Abdelkader en feront toujours partie. Mais ça me donne plus d'attention vis-à-vis de ceux qui veulent dire autre chose, tout simplement. Non, mais c'est tout. C'est-à-dire ces questions sur ouvrir le débat sur l'histoire, c'est un vrai sérieux. Mais l'ouvrir sur l'œillère Bengana, moi, ça me choque. Il y a tellement de sujets sur l'histoire algérienne qui sont sous le boisseau, que les gens sont obligés. D'ailleurs, pourquoi il n'y aurait pas une vraie chaîne d'histoire avec des professionnels qui fonctionneraient comme partout ailleurs, et ça décomplexerait. Si on avait un fonctionnement normal, l'arrivée de cette dame sur un plateau de télévision n'aurait pas choqué. Le problème, tu as un État qui censure l'histoire de manière systématique et qui permet
je sais pas si c'est délibéré. Je pense plutôt que c'est une bêtise, mais que sa manière de gérer les médias crée cette bêtise qui fait que on ouvre ce débat par ce biais-là qui est quand même pas le plus joli. Au passage, j'aimerais au passage dire que il est impensable aujourd'hui, si on prenait le cas de la France, de voir sur France 3, France 2, quelqu'un faire la promotion d'une biographie de René Bousquet ou de de Klaus Barbie, ouais. ou même de voir Faurisson défendre ses livres qui sont aussi révisionnistes. Donc pourquoi eux arrivent à ce degré d'affirmation de soi et de dire non, il y a des lignes rouges, non, on n'accepte pas des textes révisionnistes, on n'accepte pas de débattre dans ce cadre-là. Il y a même des lois en France qui l'interdisent. Pourquoi nous n'arrivons pas à assimiler ça? Pourquoi ne pas l'accepter? Écoute, le complotiste que je suis ne peut pas tout de même balayer toute éventualité d'un truc délibéré. C'est le truc délibéré. Oui. Je constate que ça vient dans la foulée de la déclaration de Macron. La déclaration de Macron qualifiant le colonialisme de crime contre l'humanité offre un boulevard énorme. C'est gigantesque ce qu'il a dit. La portée de ce qu'il a dit est gigantesque. C'est immense. Et donc, on ne va pas dans cette direction-là. On est parasité par cette histoire de Bengana. Je ne peux pas ne pas poser cette éventualité. C'est une télé publique. J'ai travaillé à la télé. Je sais comment elle est surveillée. Un invité... Ça pose un sérieux problème. Je ne pense pas que c'est dans la machine que représente la télé, il ne peut pas ne pas y avoir quelqu'un qui dise que là, ça pose problème. Je vais utiliser une boutade qu'avait utilisée Salim Arzali. Nous sommes passés de DRS au DRM, et le DRM, c'est le Debrek Moula. C'est peut-être ça le problème. C'est un vrai problème. Et oui, j'ai dit ça tout à l'heure, mais je reste complotiste. Voilà, j'ouvre une porte parce que si demain, s'il y a un truc qui se révèle, j'ai pas envie d'avoir l'air con si il se révèle. Et ça sera le mot de la fin. Au moins, cette polémique va peut-être relancer le débat sur un pan de notre histoire qui est très importante. Merci. Sur le service public. Oui. Surtout, c'est le service public. Merci à vous tous d'avoir été présents pour ce CPP. Merci Saïd Jafari, Hassan Qadia, Kalm Kharif et Abed Sherif. Merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, vous retrouvez Saïd qui est pressé de partir. Saïd, on n'a pas encore terminé. Alors, vous retrouverez nos émissions sur radio-du6m.net. On se retrouve mercredi prochain. Merci. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.